Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Ainsi parlait le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Confession rare de la part d'un homme plutôt austère à une époque révolue où l'on exprimait moins facilement ses états d'âme. Mais vous allez me dire, pourquoi diable parle-t-il du général de Gaulle pour un livre sur Bainville ? Quel rapport ? A priori, aucun rapport. Et pourtant, nous allons voir que nous pouvons faire un lien entre les deux. Alors, la France est-elle une personne ? A fortiori, est-elle une femme ? Voire même, est-elle une princesse ? C'est la question que l'on se pose lorsqu'on lit Histoire de France de Jacques Bainville. Mais d'abord, qui était Jacques Bainville ? Né en 1879 et mort en 1936, Jacques Bainville était journaliste, historien et académicien français. Proche de Charles Maurras, il était une figure majeure de l'Action française, ce mouvement politique nationaliste et royaliste. Mon Dieu, Charles Maurras. J'imagine que certains se sont déjà pincé le nez. En effet, on pourrait avoir des a priori plutôt négatifs. On pourrait avoir quelques pudeurs de gazelle à lire Jacques Bainville. On pourrait s'en détourner avec un dédain affecté. On pourrait. Mais à mon avis, on aurait bien tort. On aurait bien tort de s'en détourner tant sa lecture est stimulante et son écriture racée. Voyons ce qu'en dit l'éditorialiste Franz-Olivier Gisbert, qu'on ne peut soupçonner d'extrémisme, et qui signe la préface. Journaliste, Action française, anti-allemand, voilà bien des handicaps pour écrire une histoire de France, si Jacques Bainville n'avait su les surmonter avec sa perçante lucidité et sa hauteur de vue. Car cet homme surplombe les événements. Pas doctrinaire, d'humeur perpétuellement égale, il ne laisse aucune prise à ses passions. Telle est la force de Bainville, il ne se laisse pas emporter. De livre en livre, il a toujours gardé son calme sans se départir d'une certaine ironie. Tout glisse sur lui, même le temps. Pour preuve, avec son esprit vif mais modéré, il était né académicien, et il le fut. Pour preuve encore, il était l'archétype de ces gens qui ont l'air vieux quand ils sont jeunes et l'air jeunes quand ils sont vieux. Jacques Bainville n'a au demeurant pas d'âge ni d'œillère. En somme, si l'on résume, Bainville était certainement proche de l'Action française, mais il était capable de prendre du recul par rapport à ses propres convictions. De ces hommes capables d'une certaine lucidité dans leurs analyses, d'une certaine retenue dans leurs passions. Mais fermons la parenthèse Bainville et revenons à nos moutons français. Pourquoi peut-on dire que la France est une personne ? On peut le dire tout d'abord parce qu'une personne a un corps. Si la France est une personne, alors la France a un corps. Quel serait donc ce corps qu'aurait la France ? Son territoire, évidemment. Territoire que bornent ses frontières. À ce stade, il faut bien comprendre que la France n'a pas toujours eu la forme que nous connaissons aujourd'hui. La France ne s'est pas faite en un jour, loin de là. Tout au long de l'histoire, ces frontières ont été fluides et changeantes, dans une espèce de flux et de reflux. L'histoire de France est intrinsèquement mêlée à l'histoire de ses frontières. En poussant le trait, on pourrait même dire que l'histoire de France c'est l'histoire de ses frontières. Avec une volonté farouche, tous les rois qui se sont succédés, puis les empereurs, puis les présidents, les ont repoussés sans cesse, les ont étendus toujours, et les ont fixés enfin, par un long et pénible effort qui ne durera pas moins de 1500 ans. Rendez-vous compte, 15 siècles de Clovis à nos jours. Ces frontières qui nous semblent comme une parfaite évidence, ne sont en réalité qu'une œuvre de l'intelligence et de la volonté. La France n'a pas toujours eu la physionomie qu'on lui connaît, bien au contraire, et ses frontières furent bien plus nécessaires que naturelles. Mais pourquoi étaient-elles nécessaires, me direz-vous ? Tout simplement parce qu'il s'agissait de se protéger de ses ennemis qui surgissaient de tous les côtés, à toutes les époques. La France aura formé son corps dans la douleur, à coups d'épée, dans une lutte acharnée pour atteindre l'océan, les Pyrénées, les Alpes et la rive gauche du Rhin. Un long combat pour assurer sa sécurité, pour protéger Paris qui en est le cœur battant. Le territoire de la métropole que nous connaissons si bien est l'héritage de cette obsession à ne pas être envahi. Telle est en tout cas la vision qu'en montre Bainville. L'ironie de l'histoire, c'est qu'après tant d'efforts et tant de siècles, voilà que la carte de France est aujourd'hui extrêmement proche de la carte de la Gaule telle que l'avait signalé César il y a de cela 2000 ans. Et oui, il aura fallu 2000 ans d'efforts acharnés pour en revenir au point de départ. On a fait preuve d'une certaine persévérance.
Maintenant que l'on a parlé du corps de la France, il s'agit de parler de son esprit, de sa personnalité, de son identité. Si l'on imagine la France comme une personne, quelle serait donc son identité ? Dès l'introduction, Bainville nous donne une piste. Je cite : « Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'une race, c'est une nation. » Cette phrase célèbre de Bainville résume assez bien un des aspects centraux de la psyché française. Un mélange de sang et d'idées ne laissant qu'une heureuse diversité. Les Gaulois étaient divisés en de très nombreuses tribus. Cela facilitera grandement la tâche de César pour conquérir la Gaule. Conquête violente, cruelle, impitoyable. Les Gaulois payèrent très cher leur insoumission par des tombereaux de sang. Pourtant, par la suite, l'assimilation de la culture gréco-romaine par les Gaulois se passa très bien. Écoutons Bainville encore. « Jamais colonisation n'a été plus heureuse, n'a porté de plus beaux fruits que celle de Romains en Gaule. D'autres colonisateurs ont détruit les peuples conquis. Ou bien les vaincus, repliés sur eux-mêmes, ont vécu à l'écart des vainqueurs. 100 ans après César, la fusion était presque accomplie et des Gaulois entraient au Sénat romain. C'est ainsi que, pendant 500 ans, vivant avec Rome, les Gaulois ont acquis ce fond latin qui les caractérise encore. Si l'on continue l'analogie de la France comme une personne, comme une femme, que pourrait-on dire d'autre encore ? On a vu que son identité est gréco-romaine, mais est-ce suffisant ? Ne pourrait-on pas aller plus loin et parler d'une âme de la France ? Et si la France avait une âme, quelle serait-elle ? Évidemment, si la France avait une âme, alors celle-ci serait fondamentalement chrétienne. Plus précisément, elle serait catholique romaine. Car avant même que les Français ne soient français, ils étaient déjà de fervents chrétiens. Très tôt, les Gallo-Romains avaient adopté la religion catholique, qu'ils défendaient avec ardeur contre toutes les hérésies qui renaissaient inlassablement. Il semblerait que cette religion du désert ait convenu à leur goût. C'est ainsi, par ce goût et par le destin, que la France devint alors la fille aînée de l'Église. Elle le restera longtemps. Et pourtant, à ce moment de l'histoire, nous ne sommes pas encore français. Nous sommes encore gaulois, ou plutôt nous sommes gallo-romains. La France n'est donc pas encore la France, puisqu'il n'y a pas de Français. Enfin, plus pour longtemps. En effet, il ne manquait plus qu'un protecteur à ce peuple naissant pour qu'il ne forme nation. C'est alors que les Francs entrent en scène. Leur chance est qu'ils devinrent, par la force des choses, protecteurs de la Gaule à la chute de l'Empire romain. C'est de l'alliance intelligente entre Rémy, archevêque de Reims, et Clovis, petit roi au grand dessein, que vint le salut. Plutôt que de créer de nouvelles ruines en pillant le pays, Clovis avait compris qu'il avait plus à gagner à s'en faire le champion contre les invasions barbares. Ainsi, la France commence au baptême de Clovis. Selon Bainville, je cite, « Elle a déjà ses traits principaux. Comme sa civilisation, sa religion est romaine. Le fond de la France religieuse, à travers les siècles, sera le catholicisme orthodoxe. Le pouvoir sera monarchique. Il tiendra à réaliser l'unité de l'État, l'idée romaine aussi. Rien de tout cela ne sera perdu. À travers les tribulations des âges, ces caractères se retrouveront. » Ce qui est intéressant à ce moment, c'est que pour Bainville, dès Clovis, la France a déjà ses traits principaux. Comme une jeune femme, plutôt comme une jeune fille, elle a créé son caractère dans l'enfance, elle a forgé son caractère dans l'enfance. Caractère qui aura une certaine stabilité. Et du caractère, le moins que l'on puisse dire est que la France en a. Et pas qu'un peu. Elle en a à revendre. Il est temps de parler de ce caractère, disons, orageux de la France. Ce caractère qui se voit dans la résistance à l'oppresseur. C'est la France d'Astérix et d'Obélix, un petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. La France qui se chamaille sans cesse, mais qui se réunit toujours face à l'ennemi commun le temps d'une trêve. Le soulèvement gaulois ne nous a jamais quittés. De Vercingétorix est probablement née l'ébauche de notre sentiment national, qui revient à épisodes réguliers quand la patrie est menacée. Ainsi, à la bataille de Bouvines en 1214, où déjà les Français se mobilisent face à la coalition des rancunes et des avidités. Mais déjà en 1124, contre l'empereur germanique, et bien plus tard en 1792, lors de la bataille de Valmy. Et puis, 1870, 1914, 1940, 3 guerres où le patriotisme est exacerbé. Sans oublier Jeanne d'Arc, évidemment, symbole national par excellence. C'est la capacité à s'unir face à l'ennemi commun lorsque le danger survient. Quand bien même la division renaît très vite, une fois que le danger est passé et que la prospérité revient. La France est donc un pays au tempérament orageux.
d'innombrables jacqueries à travers les siècles et jusqu'à nos jours qui étonnent encore tous les peuples du monde. Curieux Français qui se mettent en grève de manière soudaine et vindicative et repartent bientôt comme ils étaient venus, tranquillement, comme si de rien n'était. Mais parfois la jacquerie dégénère en émeute, puis en guerre civile. C'était déjà un mal gaulois. La Ligue, la Fronde, la Saint-Barthélemy, la Révolution française, la Commune de Paris, toujours des épisodes sanglants où toutes les fureurs se déchaînent. Les Français, un peuple déchiré. Souvent l'affrontement commence par les mots, parfois il finit dans la rue. Armagnac et Bourguignon, catholiques et protestants, jacobins et girondins, républicains et cléricaux, dreyfusards et anti-dreyfusards. Enfin, la France est un tempérament militaire. Déjà les Gaulois étaient de fiers guerriers, célèbres pour leurs expéditions. Et puis les Francs, et puis les Normands vinrent revivifier un sang amolli par trop de confort. La France est le pays qui a participé au plus grand nombre de guerres dans le monde, et qui en a gagné le plus également. La furie française était redoutée par ses ennemis. Aujourd'hui encore, la France reste un des rares pays qui présente chaque année un défilé militaire. Et avec la Grande-Bretagne, elle est le seul pays d'Europe de l'Ouest à posséder l'arme nucléaire. Qui dit tempérament militaire dit armée. Qui dit armée dit guerre. Qui dit guerre dit ennemi. Peut-être que là vous me voyez venir. En effet, il est temps d'aborder nos deux plus vieilles querelles de voisinage. Nos deux voisins les plus remuants et parfois les plus envahissants. Je parle bien sûr de l'Allemagne et de l'Angleterre. Ces deux-là, on les a eus sur le dos pendant un bon bout de temps. L'inverse est vrai. Ils nous ont eus sur le dos aussi. Tout au long de son histoire, la France a eu deux ennemis majeurs, l'Allemagne et l'Angleterre, l'Empire des terres et l'Empire des mers. D'abord l'Allemagne, ce voisin pas toujours très sympa. Déjà à l'époque de la Gaule et de Rome, il y avait les invasions germaniques. Longtemps ce sera une angoisse existentielle pour la France que cette remuante Allemagne. Plus tard, ce sera l'Angleterre, cette colonie française qui a mal tourné, selon la boutade de Clémenceau. Une déplorable affaire de famille nous amène la guerre de 100 ans et des traumatismes qui hanteront longtemps dans l'inconscient français. Et puis, l'affrontement épique au temps de Napoléon, une lutte féroce entre deux titans qui finira par notre défaite héroïque à Waterloo. Heureusement, aujourd'hui les vieilles querelles sont oubliées. L'Allemagne pacifiée, la Grande-Bretagne rétrécie, ne sont plus des menaces pour nous, comme nous n'en sommes plus pour elle. L'Europe s'est assagie. Les frontières sont figées et plus personne ne les conteste. Reste tout de même en sport une ambiance un peu électrique. Un match de football contre l'Allemagne, ou un match de rugby contre l'Angleterre, conserve toujours une petite saveur particulière. Il y a donc la France éternelle, il y a eu la France du passé, il y aura celle de l'avenir, et il y a celle du présent. Bainville, qui a disparu il y a très longtemps, ne connaît donc pas notre France actuelle. En effet, Bainville est mort en 1936, à la veille d'un cataclysme. Il n'aura pas connu la Seconde Guerre mondiale, ni le nouveau monde qui en sera issu. Il n'aura pas vu le grand basculement de puissance de l'Europe vers l'Amérique. Amérique qui domine le monde depuis 80 ans. Il n'aura pas vu l'apogée de l'URSS ni sa chute. Il n'aura pas vu la décolonisation, fait majeur du XXe siècle. Il n'aura pas vu la planète à 8 milliards d'habitants et sa richesse inouïe. Il n'aura pas vu non plus la crise écologique et la déplétion des ressources. Il n'aura pas vu le rétrécissement de la France, tant par son influence que par sa population. Il n'aura pas vu l'expansion de son corps qui agglomère des confettis d'empire au-delà des mers et lui donne un parfum d'exotisme. Hier, nous francisions l'Afrique. Aujourd'hui, la France s'africanise. Les balanciers de l'histoire sont toujours en marche. La chaîne de causalité ne s'arrête jamais. Lorsqu'on lit Bainville, on est frappé par cette alternance de paix et de désordre qui reviennent en espèce de cycle à un rythme irrégulier. Quoique nous soyons aujourd'hui toujours en paix, il semble que nous vivions une période de lent déclin. Tous les malheurs semblent arriver en même temps. Ils volent en escadrille, comme dirait Chirac. La guerre menace, la guerre civile est à nos pieds. Le désordre progresse, les esprits s'échauffent. La violence revient. À nouveau, la barbarie montre son visage hideux. Les finances sont exsangues, comme avant chaque bouleversement. Les impôts sont élevés, comme avant chaque crise. Et comme toujours, le gouvernement est incompétent. Bainville n'aura pas vu l'immigration massive qui déséquilibre l'Occident et la France. Non plus qu'il n'aura perçu ce fascisme islamique qui s'immisce partout, la pauvreté qui se répand, le climat qui menace, la colère qui monte. Lire Bainville, c'est bien sûr se doucher au réalisme, mais c'est aussi se parfumer d'espoir.
car l'histoire nous donne un recul nécessaire. La mauvaise nouvelle, c'est que la France a connu bien pire qu'aujourd'hui, ce qui signifie qu'elle peut sombrer encore bien davantage. Pour Bainville, la pire année fut 1793. Je cite. « On n'avait jamais été aussi bas. » La bonne nouvelle, c'est que la France s'est toujours redressée, quelle que fût sa chute, quel que soit son désarroi. L'étude de l'histoire permet de discerner autant les menaces qui pèsent que les solutions qui s'offrent. Le monde est très différent, mais les hommes ne changent pas. Faudra-t-il que nous en repassions par de nouveaux désastres pour retrouver le goût de l'ordre? Les remèdes d'hier fonctionnent encore, pourvu qu'on les adapte au temps présent. Sans doute qu'un peuple doit apprendre de son histoire comme un homme de sa vie. Pour en revenir à la question initiale, la France est-elle une belle femme? Alors je voudrais dire oui et non. Je sais, c'est un peu une réponse de Normand, alors je vais développer un peu. En réalité, si Bainville nous parle de la France comme d'une personne, c'est pas vraiment une volonté de sa part, mais plutôt l'impression qu'elle laisse. En vérité, il n'y a pas d'ambition poétique de sa part, mais plutôt une volonté d'instruire. Il ne cherche pas à raconter une belle histoire ou un beau conte. Il cherche plutôt à rendre l'histoire intelligible. Il refuse que l'histoire ne soit qu'une suite de faits et de dates sans queue ni tête. Au milieu du chaos, il cherche les causes et les effets, rejette le récit purement chronologique qu'il trouve insipide ou incohérent. Bainville écrit donc pour répondre à, je cite, ce besoin de l'esprit qui préfère l'enchaînement des événements plutôt que l'alignement des faits. L'objectif de Bainville, c'est de comprendre comment se fait l'histoire. Par conséquent, à la différence du général de Gaulle, il ne regardait pas la France comme une belle femme qu'il faudrait secourir. Et c'est bien malgré lui qu'il nous donne à voir l'épopée d'une incarnation. S'il eût été davantage poète que journaliste, peut-être l'eût-il vu autrement. Ce livre est comme l'esquisse de ce que pourrait être l'histoire de la belle de France. Histoire qui reste à écrire. L'histoire de la belle aux lys, celle dont rêvait la jeunesse d'un général. Et peut-être qu'un jour cette histoire sera écrite. Après tout, la rigueur n'empêche pas la poésie, et la science n'empêche pas la beauté. Avant de conclure, un petit mot sur le style de Bainville. Le style de Bainville est tout à fait extraordinaire. Comme dirait Franz Olivier Gisbert, du grand style, sans longueur ni effet de manche. Le style de Bainville, c'est tranchant, c'est précis, c'est dans l'épure et la beauté. Et en même temps, c'est romanesque, enlevé, passionnant. Le Moyen-Âge, c'est Game of Thrones. La Révolution, le chaos à l'état pur. L'épopée napoléonienne, un combat dantesque. Une série Netflix paraît bien fade à côté de la guerre de 100 ans. Ne lisez pas de romans, lisez l'histoire de France. Aucun scénariste ne pourra jamais faire mieux que l'histoire, tant celle-ci est fascinante et imprévisible. Et puis Bainville avait le sens de la formule. Certaines répliques sont savoureuses. Il a le souci de la précision et la brièveté d'un esprit sagace. Le livre est paru il y a un siècle déjà, il conserve toute sa fraîcheur. En résumé et conclusion, que pourrions-nous dire sur ce livre? Si l'on devait synthétiser en quelques mots, c'est tout à la fois un récit historique, un manuel diplomatique et un bijou de littérature. Histoire de France de Jacques Bainville, que vous trouverez dans de nombreuses éditions. La mienne est celle des éditions Tempus et préfacée par Franz Olivier Gisbert. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. De mon côté, j'ai également écrit un livre, L'économie libertaire, essai d'utopie fraternelle, publié aux éditions Librinova. Si vous voulez m'aider, il est disponible dans toutes les librairies en ligne. Merci à vous.